Bonsoir mesdames et messieurs et bienvenue à votre émission Face à la rédaction, une émission qui va s'épancher essentiellement aujourd'hui sur l'opportunité de la création d'un tribunal spécial pour la lutte contre la corruption en République démocratique du Congo. Pour parler de ce sujet, nous avons le réel plaisir de recevoir pour vous le professeur José Marie Tasuki Manzele, professeur de droit à l'université de Kinshasa, mais il est également avocat au barreau de Kinshasa-Gombe. Bonsoir, monsieur le professeur. Bonsoir, monsieur le journaliste. Je ne serai pas seul sur ces plateaux, je suis accompagné de ma consoeur Daniela Ilunga, à qui j'ai dit également bonsoir. Bonsoir, Jojo. Bonsoir, monsieur le professeur. Bonsoir, Daniela. Monsieur le professeur, après vous avoir présenté et avant d'entrer dans le vif du sujet, est-ce que vous pensez qu'on a dit tout sur vous ou bien vous estimez dire encore quelque chose? Bon, monsieur le professeur, puisque nous parlons aujourd'hui de la lutte contre la corruption, qu'est-ce qu'on peut entendre de ces concepts? C'est quoi la corruption? Sur le plan technique, la corruption est une infraction qui consiste pour un individu à faire usage d'un service public par vénalité. En d'autres termes, vous utilisez les services de l'État en donnant à l'agent de l'État des sommes d'argent. Un service qui peut ne pas vous être donné parce que vous n'êtes pas autorisé à l'avoir. Par exemple, vous voulez obtenir au niveau de la commune une attestation de naissance. Vous allez à la commune, vous vous appelez Moulamba, ben vous cherchez une attestation qui doit indiquer que vous vous appelez Moulombo, parce que vous avez d'autres idées derrière le nom Moulombo. Et l'agent de l'État sait que vous vous appelez Moulamba. Il dit, je ne peux pas vous délivrer les documents. Vous dites, non, écoutez, prenez $50, donnez-moi les documents. Déjà, ces services-là qui auraient dû ne pas vous être rendus, vous l'avez utilisé en soudoyant l'agent de l'État. Et on peut croire que c'est seulement au niveau de l'agent de l'État de la commune, mais regardez par exemple au niveau des mines. Lorsqu'on veut vous délivrer une attestation, je crois, pour obtenir un carré minier, ça peut vous coûter combien? Mais vous allez voir l'agent de l'État qui va vous dire qu'au lieu de 90 millions, c'est 6 millions. Vous payez 6 millions à l'État au lieu de 90 millions et vous donnez à l'agent de l'État qui vous a délivré les papiers 1 million à lui seul. Et l'État a perdu beaucoup d'argent. Il y a plusieurs formes de corruption. Mais la corruption technique, là, justement, est prévue par la loi. La loi définit avec précision que voici ce qu'il faut entendre par la corruption. Et la loi dit que la corruption est punie de telles peines, précisément. En d'autres termes, dans la corruption, c'est l'État qui est en danger. C'est l'administration publique qui est en danger. C'est l'autorité de l'État qui est en danger. C'est pourquoi lorsque vous êtes autorité de l'État, vous êtes chef de l'État, vous êtes Premier ministre, vous êtes ministre, il faudrait éviter que l'autorité de l'État soit bafouée par celui-là qui vient obtenir par vénalité le service de l'État. Mais en même temps, la corruption qui a plusieurs formes, on dit corruption, on peut aller au-delà pour dire il y a la concussion, par exemple, qui existe aussi. Et dans la corruption, les gens mettent aussi parfois les détournements des deniers publics. Parce que même dans les détournements des deniers publics, il y a quelqu'un qui a participé à la corruption. Donc c'est un mal qui gangrène l'État, qui gangrène l'administration publique, qui gangrène les services publics, qui empêche que l'État puisse avoir toute son autorité et sur tous les services qui existent et sur tous les individus qui sont sur les territoires. Voilà un peu en gros ce qu'il faut entendre par corruption. Donc, quelles sont les dispositions juridiques qui faciliteraient l'appréhension de ces concepts? La corruption est une infraction qui est prévue par la loi.
par le code pénal. Il faudrait lire les articles 147 et suivants du code pénal pour voir les différentes formes de la corruption. Ça ne se trouve pas dans la Constitution, mais plutôt dans le code pénal. En d'autres termes, comme j'ai dit au départ, il s'agit d'une infraction qui doit être réprimée par des juges, réprimée par des magistrats qui existent. Mais, professeur, aujourd'hui, la République démocratique du Congo est comptée parmi les pays du monde le plus affectés par ces phénomènes. Et aujourd'hui, le gouvernement congolais fournit tant soit peu des efforts considérables pour en finir avec ces phénomènes. Mais fort est de constater que la corruption persiste toujours et règne en maître dans tous les secteurs productifs de la société congolaise. Au regard de ce que nous venons de dire, est-ce qu'il y a lieu d'avoir peur de ces phénomènes? Mais bien entendu, vous savez, lorsque le législateur a décidé de réprimer la corruption, il a dit qu'il s'agit d'une infraction qui porte atteinte à l'autorité de l'État, qui porte atteinte à l'administration publique. Ça veut dire que si la corruption prend les dessus, même l'État ne va plus exister. Vous aurez des individus qui sont corrompus, qui ont plus d'argent que l'État et qui peuvent faire un coup d'État facilement, qui peuvent manipuler tous les fonctionnaires de l'État comme ils veulent. Vous voyez, c'est là les dangers. Les dangers aussi, c'est qu'on ne sait plus procéder à la répartition équitable des ressources, des revenus produits par l'État. Parce que vous pouvez être, vous deux, prénoms de la DGDA, vous êtes plus corrompu que elle, Daniela. Vous êtes capable, avec ce que vous faites comme corruption, de vous construire des maisons. Et Daniela, qui attend son salaire à la fin du mois, n'est que locataire. Ça crée déjà un déséquilibre. Mais en même temps, vous prenez tout l'argent de l'État, vous mettez dans votre poche. Et l'État ne sait plus construire des hôpitaux. L'État ne sait plus construire des écoles. Maintenant, on parle de la scolarité gratuite. L'État ne sait plus payer les enseignants, les pauvres enseignants. L'État ne sait plus payer les médecins. L'État ne sait plus organiser les services de base dans un territoire bien déterminé. Mais c'est à cause de quoi? C'est à cause de certains individus qui ont décidé, malgré les lois qui existent, malgré les magistrats qui existent, qui ont décidé de s'accaparer de la fortune de l'État. En fait, c'est ça. Des gens qui s'accaparent de la fortune de l'État, qui construisent des maisons au vu et au su de tout le monde. Je dis bien au vu et au su de tout le monde, au vu et au su des magistrats, au vu et au su des ministres, et même les ministres eux-mêmes sont dans ça. Alors, quand on est dans un État comme ça, il y a la jungle. Il y a des gens qui se disent, mais nous allons travailler tous les jours. Nous ne gagnons rien. Mais en face de nous, il y a un monsieur qui s'est construit tout le temps des maisons. Nous devenons quoi? C'est ça le problème. Donc, la corruption, c'est vraiment un danger public. C'est pourquoi l'État, un gouvernement, peut être créé uniquement pour nous dire ce qu'il doit faire pour lutter contre la corruption. C'est très important. Donc l'État doit, lorsqu'il est créé, il doit nous dire qu'est-ce qu'il faut faire pour lutter contre Absolument. la corruption. Nous poursuivons cette émission, Daniel Lunga. Professeur, vous avez suffisamment parlé de la corruption, mais est-ce qu'on peut savoir quelles sont les causes qui peuvent permettre que ces phénomènes puissent perdurer jusqu'à présent en République démocratique du Congo? Les causes, il faut regarder, il y a un problème déjà d'éducation. Il y a un problème d'instruction à la base, parce que il faut déjà apprendre à nos enfants que le bien de l'État, c'est le bien de l'État. Le bien qui ne vous appartient pas, ça appartient à l'État. Vous devez avoir peur de ça. En d'autres termes, les Congolais ont un problème de mentalité déjà. Il faut éduquer les Congolais, parce que ça commence par là. Dire aux Congolais qu'il doit savoir faire la part des choses entre sa poche et la poche de l'État. Il doit savoir faire la part des choses. Dire aux Congolais que lorsqu'il est déjà à l'école primaire, monsieur, apprenez à respecter les biens publics. Parce que si vous ne respectez pas les biens publics, les jours où on vous demande de gérer 15 millions de l'État, vous allez prendre les 15 millions. Ce n'était pas vous.
Vous, peut-être, votre salaire, c'est $1000, c'est $2000. Mais vous prenez les 15 millions. Un problème de mentalité qui doit être résolu en prenant en considération tous les aspects. Aspect psychologique des Congolais, aspect éducationnel des Congolais. Et comme j'ai dit, avoir peur des biens de l'État. Parce que les gens pensent que la corruption, ça commence quand on a 50 ans. Mais non. Quand vous avez 50 ans, vous êtes capable de prendre 15 millions de l'État. Ça veut dire que vous avez commencé dès le bas âge. Vous avez été instruit où? Vous avez été éduqué où? Donc moi, je pense que les Congolais, le vrai problème, c'est à ce niveau-là, au niveau de la mentalité, au niveau de l'instruction, au niveau de l'éducation, même dans nos familles. Apprendre à nos enfants que les téléphones, là, ce n'est pas à vous. Attendez votre tour. Ce qu'on a donné à votre frère, ce n'est pas à vous. Attendez votre tour. Vous allez voir que beaucoup de problèmes seront résolus. Les causes, il y en a beaucoup. Si on veut commencer à regarder chaque Congolais qui est corrompu dans son service, on va voir que les causes, il y en a beaucoup. Mais en même temps, l'État lui-même, qui... Donc il n'y a pas que l'éducation comme cause. Il n'y a pas que l'éducation. Donc on peut citer d'autres. Mais l'État lui-même, qui emploie ses agents, qui ne paye pas suffisamment un bon salaire à ses agents. Mais les animateurs de l'État, là, les hauts placés, eux, ils sont mieux payés. Parce qu'ils se servent eux-mêmes à la source. Ça pousse les autres aussi à être corrompus. Regardez, moi je suis par exemple agent de la DGDA. Je suis douanier. J'ai en face de moi un opérateur économique qui a des marchandises, des conteneurs. Il doit payer $4,500,000 à l'État. Mais moi je sais que mon salaire à la fin du mois c'est $100 ou $200. Et je sais aussi que les 4,5 millions, si on paye, moi je mets dans la caisse de l'État, ce sont les ministres qui vont se servir. J'ai fait quoi? Et l'agent là va dire, non, moi je dois déjà préparer ma retraite. Je dois déjà me faire payer. Comment? Il va négocier avec cet opérateur économique. Au lieu de payer 4,5 millions, payer 1,5 million sur les comptes de l'État, donnez-moi 500 000 et puis le reste, vous aussi vous gardez. Donc, c'est un problème qui concerne tout le monde. Il ne faudrait pas que l'on dise que la corruption, c'est un problème qui concerne les agents de l'État et les autorités sont là en train de regarder. Vous ne soyez pas corrompus. Ça doit d'abord être un problème du chef de l'État lui-même. Si lui, il est corrompu, c'est fini. Il ne doit pas être corrompu. Il doit lutter contre la corruption de ses ministres. Et les ministres doivent lutter contre la corruption des agents de son ministère. Et ainsi, on contrôle les secteurs, tous les secteurs productifs des finances, pour permettre à ce que l'argent entre dans la corbeille de l'État, dans la caisse de l'État, et l'État peut maintenant redistribuer. Sinon, les gens vont se servir chacun dans son petit coin et l'État n'aura rien à la fin des comptes. Professeur, à vous entendre parler, c'est comme si la corruption est dans toutes les classes de notre pays, dans toutes les couches même. Mais est-ce qu'il n'y a pas de loi en République démocratique du Congo qui puisse réprimander ces genres de pratiques? Non, réprimer, j'ai dit, il y a des lois qui existent. Il y a le code pénal. Le code pénal définit les différentes catégories de corruption. Le code pénal vise même les personnes qui peuvent être corrompues. Et le code pénal prévoit des sanctions contre toutes les personnes corrompues. Est-ce que ces sanctions valent vraiment quelque chose? Les sanctions sont sévères. Mais la question, est-ce qu'on applique ces sanctions? C'est ça la question. Les sanctions, il y en a. La définition de la corruption, il y en a. Les juges prévus pour enquêter, ou les magistrats pour enquêter, les juges pour juger, il y en a aussi. Mais le problème n'est pas celui-là. Le problème, lorsqu'il y a corruption, qu'est-ce que nous faisons? Qu'est-ce que l'État fait? Est-ce que l'État lui-même n'est pas corrompu? En d'autres termes, est-ce que les autorités, les pouvoirs, les gens qui gèrent l'État, est-ce qu'eux-mêmes ne sont pas corrompus? Vous estimez que l'État ne fait rien? Mais l'État ne fait rien justement. Parce que, regardez, dans un État sérieux, on ne peut pas voir un agent de l'État se construire un immeuble de 8 étages, au vu et au su de tout le monde, et personne ne fait de bruit. On ne peut pas. Mais ici, à Kinshasa, regardez comment les
les maisons poussent. Et les gens sont fiers même de dire, ah ben, d'accord, on habite à Moutoutel. Avec un ministre, il y a 2 jours, il s'est construit une maison, une grande maison. Et l'argent là, il vient, ça vient d'où? Ailleurs, c'est la police qui va vous suivre. La police va transmettre votre dossier au magistrat. Et le magistrat va enquêter. Mais quel magistrat pourra enquêter? Celui qui a l'information va dénoncer. Si je dénonce, on ne va pas me dire, écoutez, celui-là, il est haineux. Non. J'ai vu que vous avez été... Les policiers lui-même est corrompu, les magistrats corrompus. Justement, qui va enquêter alors? Et qui va dénoncer? C'est un problème de leadership dans un État. Il faudrait un leadership visionnaire. Un leadership qui vient, qui dit, je dois changer les choses. J'ai vu qu'il y a eu beaucoup de corruption. Nous devons d'abord, commencer par réprimer. Il faut réprimer, madame. Si vous ne réprimez pas, il y aura encore d'autres corrompus. On a parlé de 15 millions il n'y a pas très longtemps ici. Qu'est-ce qu'on en a fait? Il semble même que ça se trouve au niveau du parquet. Et les magistrats ont dit aux Congolais, ne faites plus de commentaires sur les 15 millions. Et les gens ne font plus de commentaires. Et les magistrats eux-mêmes ne font plus de commentaires. C'est là le problème. Mais si pour ça, on n'a rien fait, même pour l'affaire de l'ancien ministre de Finances de la ville du gouvernorat de Kinshasa, qui m'a tourné. Vous voulez dire qu'il est le seul à être dans ce cas-là de corruption? C'est déjà un exemple. Non, mais je veux savoir. Vous voulez dire qu'il est le seul à être dans ce cas-là de corruption? Vous savez ce qui se passe, c'est quoi? Lorsqu'un ministre entre en fonction, il déclare son patrimoine à la Cour constitutionnelle. Et lorsqu'il sort, il déclare également son patrimoine. Il faut aller vérifier. Vérifier comment le patrimoine du ministre s'est enrichi. Je parle du ministre, je peux dire aussi Premier ministre, je peux dire président de la République. Comment le patrimoine s'est enrichi. Maintenant, regardez, par rapport à son salaire, est-ce qu'il pouvait enrichir son patrimoine comme ça? Maintenant, les gens sont devenus trop malins. C'est-à-dire, je suis corrompu, je m'achète un immeuble, mais je mets au nom des enfants. C'est possible aussi. Mais la loi sur les blanchiments des capitaux existe, les blanchiments d'argent. Monsieur Jojo, vous avez votre enfant qui a 4 ans. Vous travaillez, votre enfant a 4 ans. Où il a trouvé l'argent pour construire une maison, un immeuble de 8 étages? Il a travaillé où? Ce sont des indices, en d'autres termes. Et la loi autorise que l'on puisse enquêter sur ces indices-là. Alors, si vous regardez ce qui se passe au Congo, je vous dis qu'il est possible d'arrêter tous les corrompus. Mais maintenant, qui doit arrêter les corrompus? Vous avez parlé des magistrats. Qui doit autoriser qu'on arrête les corrompus? Est-ce qu'un corrompu peut autoriser d'arrêter un autre corrompu? Parce que maintenant, la corruption se passe en réseau. La corruption, ce n'est plus un individu. Regardez, si vous voulez détourner, prenons 15 millions. Vous n'allez pas le faire seul. Il y a plusieurs personnes qui interviennent. Et toutes ces personnes-là vont chercher protection. Auprès de qui? Mais c'est celui-là qui protège. C'est celui-là qui est le plus corrompu. Parce que vous ne pouvez pas laisser 15 millions. D'ailleurs, 15 millions, ce n'est rien au Congo. On peut détourner 200 millions. On peut détourner 50 millions. Et les gens font des bruits et ça s'arrête là. Mais les magistrats lui-même ne fait rien. Parce que les magistrats, soit lui-même il est déjà corrompu, soit le magistrat, il dit, je vais m'essayer. Quand il commence un dossier, un coup de fil qui arrive. Monsieur le magistrat, arrêtez avec votre action là, contre ces messieurs-là. Alors de ces faits, les magistrats peuvent, parce que demain, on peut les révoquer, demain on peut les envoyer, comme on dit, Bissaka Bikaouka. Et les magistrats disent, je laisse. Vous voyez, donc, c'est un réseau. Ce qui fait que vous ne pouvez pas dire que vous êtes chef de l'État, lutter contre la corruption sans comprendre ces différents réseaux. Mes chers amis, la corruption, ce n'est pas ce que nous voyons, les policiers des roulages. On arrête les policiers des roulages parce qu'il a pris 500 francs, 1000 francs. Regardez ce qui se passe dans les secteurs miniers, dans les secteurs du pétrole. Mais c'est ça l'argent de l'État. Mais cet argent va où? Mais c'est dans les poches des privés. Mais il faut que les chefs de l'État comprennent ces différents réseaux et prennent la décision de sanctionner tout celui qui est dans ce genre de réseaux-là. Et dans ces faits-là, on va juger les corrupteurs ou les corrompus? Dans la corruption, on juge et les corrompus
et les corrupteurs. Pourquoi? Mais parce que tous ont participé dans cette infraction-là. Si moi, vous êtes agent de l'État, je viens vous donner l'argent pour me rendre un service que je ne mérite pas. Et moi, et vous, nous sommes dans cette faute de corruption dont nous devons être sanctionnés. Ils ont tous la même peine, la même sanction? Oui, nous sommes des complices, nous sommes des co-auteurs, nous devons être sanctionnés de la même façon. La loi les prévoit. Vous savez que dans les différents... Il n'y a pas question d'intention. Mais l'intention est déjà là. Lorsque moi je viens vous donner l'argent pour bénéficier des services induits. Mais une autre subit que l'action. Pardon? L'autre est en train de subir l'action de la première personne. Il ne subit pas l'action contraire. On lui dit, madame, donnez-moi ce service-là, je vous donne 50 000 $. On vous propose. Au fait, dans la corruption, il y a des offres. Voilà. Il y a des propositions. On ne vous contraint pas. Il y a des offres. Il y a des propositions. Il faut lutter contre la corruption. Il faut lutter contre la corruption, monsieur le professeur, puisque vous parlez aussi du chef de l'État qui doit prendre des mesures efficaces afin d'endiguer ces phénomènes. Récemment, le président de la République, lors de son discours devant l'Assemblée nationale et le Sénat réunis en congrès, a indiqué qu'il souhaitait voir la création d'un tribunal spécial, donc d'une juridiction spécialisée sur la lutte contre la corruption, voire la fraude fiscale, le blanchiment de capitaux et les détournements de deniers publics. Estimez-vous que cette mesure est suffisante pour endiguer? Si oui, en quoi? Mesure suffisante, mais plutôt mesure opportune ou pas? Est-ce que c'est une opportunité pour la RDC? Je l'ai dit tout à l'heure que le code pénal prévoit des sanctions contre la corruption. Les détournements des deniers publics, ça existe dans les codes pénals. La fraude fiscale, ça existe dans les codes pénals. La fraude douanière, ça existe dans la loi. En fait, toutes ces infractions-là, citées par les chefs de l'État, sont déjà prévues et réprimées. Les blanchiments d'argent, les blanchiments de capitaux, il n'y a pas très longtemps, en 2004, on a eu une loi sur les blanchiments d'argent. Et même les techniques pour arriver à découvrir un problème de blanchiment d'argent. Vous savez pourquoi? Par exemple, on demande à tout le monde d'avoir un compte bancaire. Que si vous voulez engager des paiements au-delà de 10 000 $, il faut passer par la banque. C'est justement parce qu'il faut contrôler. Nous devons savoir, ça vient d'où cet argent-là. Ce n'est pas pour rien. Ailleurs, d'ailleurs, on vous dit, vous devez tout faire par chèque ou par virement bancaire. Mais ici, chez nous, on peut s'acheter une maison au Congo, 200 000 $, on vient avec sa sacoche, on donne au vendeur et il se met à compter. 200 000 $. Ailleurs, ça n'existait pas. En d'autres termes, lutter contre la corruption ne veut pas dire créer des tribunaux. Les tribunaux, il y en a déjà. Lutter contre la corruption ne veut pas dire faire des longs discours. On n'est plus à l'époque des discours. Lutter contre la corruption, c'est agir. Passer à l'action. C'est quoi l'action? Nous avons des lois qui existent, qui prévoient, qui punissent ces différentes formes de corruption. C'est quoi l'action? Nous avons des magistrats qui existent. Ce sont les magistrats qui doivent nous aider à arrêter les corrompus. Nous devons agir sur les magistrats. Parce que si le magistrat lui-même est corrompu, ça ne vaut plus la peine de continuer les cycles, parce que les magistrats ne vont pas arrêter les corrompus, parce que lui-même il est corrompu. Donc il faut agir sur les magistrats. Si nous avons les magistrats, nous avons nos tribunaux, nous avons nos parquets qui existent. L'idée, c'est de lutter contre la corruption, mais l'idée, c'est de permettre aux agents de l'État qui sont compétents pour lutter contre la corruption d'entrer effectivement dans l'action. Mais vous ne trouvez pas, comme pensent certains observateurs politiques et analystes juridiques, que la création de ces juridictions spécialisées serait une aubaine pour la République démocratique du Congo et pourrait même servir d'un appareil de pression sur tous ceux qui s'élanceraient dans cette pratique déstabilisatrice de nos structures politiques et économiques? Vous vous souviendrez même
lorsqu'il y a eu des élections au niveau des assemblées provinciales et au niveau du Sénat, on a crié corruption. Mais nos cours et tribunaux, et après nos cours et tribunaux ne sont pas allés jusqu'au bout. Mais si on avait peut-être une agence ou une juridiction qui est spécialisée, ça pourrait aller vite aussi, ça pourrait accélérer les dossiers. Non, c'est faux. Je ne pense pas. Nous avons décrié la corruption pendant la période électorale ici, la corruption des sénateurs et des députés provinciaux. On a même vu des partis politiques qui ont dit que nous allons ouvrir des actions disciplinaires contre les députés provinciaux corrompus. Ils ne l'ont jamais fait. Même le chef d'État lui-même était monté au créneau pour dire que nous devons sanctionner. Jusque-là, ce n'est pas encore fait. Donc, le problème, ce n'est pas les discours. C'est moi, j'ai dit, il faut aller dans l'action. Alors, maintenant, il y a des gens qui disent, écoutez, il faut forcément un tribunal spécialisé. Pour faire quoi? Pour lutter, il faut une agence spécialisée. Ça accélère les dossiers. Déjà, en termes de tribunaux, il faut au préalable créer un tribunal spécialisé. Le tribunal spécialisé doit être créé par une loi. En d'autres termes, il faut une procédure pour saisir l'Assemblée nationale qui va nous produire une loi organique qui va modifier les codes d'organisation judiciaire pour intégrer un tribunal spécialisé en charge des luttes contre la corruption. Des deux, il faudrait un acte réglementaire qui va déterminer les ressorts de ces tribunaux spécialisés pour lutter contre la corruption. Les trois, il faut chercher des animateurs. Si ce sont des tribunaux, il faut chercher des juges. Il faut engager des juges. Des quatre, après les avoir engagés, il faut les former parce qu'ils doivent être spécialisés. Ce n'est pas pour rien qu'on dit tribunal spécialisé. Il faut les former. Avec ma petite expérience, quand je vois les différents tribunaux qui ont été créés, je ne vois pas ces tribunaux-là commencer à fonctionner dans moins de 5 ans. Comment ça? Regardez, la Constitution, en 2006, a créé la Cour constitutionnelle, la Cour de cassation et les conseils d'État. La Cour constitutionnelle a commencé à fonctionner en 2013, 7 ans après. La Cour de cassation aussi, 2013 ou 2014. Et les conseils d'État à peine, je crois, il y a 2 ans, 1 année ou 2 ans. Là, c'était peut-être une question de volonté politique. Ah, voilà, justement. Qui n'a pas le même degré que... Ce n'est pas encore fini. Dans notre arsenal législatif aussi, en matière de juridiction, j'ai vu un tribunal spécialisé créé, le tribunal des commerces, créé en 2001. Le premier tribunal qui a commencé à fonctionner, c'était en 2006, 5 ans après. Un autre tribunal spécialisé, c'est le tribunal du travail, créé en 2002 et qui n'est entré en vigueur que, je crois, après 2007. Ce n'est pas fini. Le tribunal pour enfants, créé en 2009, qui n'a commencé à fonctionner qu'en 2013 ou 2014. En fait, chez nous, c'est quoi? On dit, je vais créer les tribunaux spécialisés en matière de lutte contre la corruption. On crée des tribunaux, mais on ne sait même pas où on va loger ces tribunaux. Ça, c'est un préalable. On a 26 provinces. C'est ça, justement. On dit 26 provinces, mais rien n'est organisé sur le plan administratif, sur le plan territorial, pour recevoir ces provinces-là. C'est le cas avec les tribunaux. Vous créez le tribunal, et puis on va chercher où les loger. C'est-à-dire qu'il faudrait commencer les démarches pour trouver un bâtiment pour loger ces tribunaux-là à Kinshasa, un autre tribunal à Lubumbashi, dans les Katanga, ainsi de suite. Et nous allons mettre 5 ans. Mais dans l'entretemps, comment vous faites pour lutter contre la corruption? Les magistrats existent. C'est pourquoi j'ai dit les magistrats existent. Les tribunaux existent. Les tribunaux de grande instance sont compétents pour juger la corruption. Lorsque la corruption est commise par un ministre, mais la Cour de cassation est là pour juger les ministres. Lorsque la corruption est commise par le Premier ministre, la Cour constitutionnelle est là pour juger les Premiers ministres, ou même les chefs de l'État. Les tribunaux existent. Si la loi existe, le magistrat du parquet de grande instance est là pour lutter contre la corruption. Donc, en termes de tribunaux, je suis en train de vous montrer tout simplement l'expérience
que nous avons connu au Congo qui peut nous décourager pour dire qu'on doit créer un tribunal spécialisé. Deuxième chose, on dit il faut créer des agences. Vous avez parlé des agences. Les agences, c'est-à-dire quoi? C'est-à-dire des fonctionnaires de l'État qui vont s'occuper de la corruption. Donc on parle de l'inspection générale des finances, de l'agence nationale des renseignements, qui peut mener des enquêtes et puis... mais justement, soit vous créez des agences, vous allez donner quel statut à ces fonctionnaires-là? Si ce n'est les statuts d'OPJ, vous comprenez? Ils vont enquêter comme OPJ et ils vont faire les rapports aux magistrats. Les magistrats que vous avez cherché à éviter. Or, les OPJ sont déjà là avec des magistrats. Vous comprenez? Ça veut dire que si vous créez vos agences-là, comme on dit Inspection Générale des Finances, je ne sais pas comment on va l'appeler cette agence-là, ils finiront par avoir les statuts d'OPJ, les agents de l'État qui seront là, et qui vont par la suite faire rapport aux magistrats. Les risques est maintenant, comme la mentalité des Congolais est telle qu'elle est, nous aurons maintenant cette agence-là remplie de corrompus. Donc l'agence est là pour lutter contre la corruption, mais elle-même, elle est corrompue. Parce qu'au départ, vous n'avez pas réglé les problèmes de mentalité des Congolais. Parce que les Congolais vont dire, écoutez, mais je préfère encore aller au tribunal qui est là chargé de lutter contre la corruption. Ah, imaginez, vous allez vous occuper de la corruption d'un ministre, la corruption d'un PDG. C'est lui qui a détourné 200 millions. Article combien? Les Congolais vont réfléchir comme ça. Et lorsque les Congolais réfléchissent comme ça, dites-vous, il n'y a plus rien de bon dans cette affaire-là. Il faut plutôt agir sur les magistrats. J'insiste encore. Nos magistrats ne sont pas dans de bonnes conditions. Il faut les mettre dans de bonnes conditions. Mais il faut regarder ce qu'il faut élaguer de la magistrature. Et garder les bons. Au fait, comme on dit dans la Bible, séparer les bons grés des livrets. C'est ce qui doit être fait. Mais vous mettez les magistrats dans de très bonnes conditions de travail. Et là encore, très bonnes conditions, ça signifie quoi? Parce que quelqu'un m'avait dit, j'ai rencontré une dame, un magistrat, qui me dit, maître, moi je ne crois plus aux magistrats. Et les magistrats elles-mêmes, on peut leur donner beaucoup d'argent, ils seront toujours corrompus. Vous voyez, le problème, ce n'est plus l'argent qu'on donne à l'agent de l'État, ce n'est plus les conditions de travail, le problème, c'est ici, la mentalité. En d'autres termes, un magistrat qui toucherait 10 000 $ aujourd'hui, s'il est en face d'un dossier de 200 millions, il sera corrompu si, dans sa tête, il est dans la corruption. Alors, professeur, quelle stratégie pouvez-vous mettre en place pour contrer ce phénomène alors? Pour contrer ce phénomène, j'ai dit, il faut réprimer sévèrement. Réprimer sévèrement, ça veut dire quoi? Les chefs de l'État, les premiers ministres, les ministres, eux-mêmes d'abord ne doivent pas être corrompus. Mais comment ça fait-il qu'ils ne soient pas corrompus? Attendez, eux-mêmes d'abord ne doivent pas être corrompus. Et eux-mêmes, ils doivent déjà lutter contre la corruption. Si Daniela est la sœur ou la cousine à X ministre, Daniela est corrompue, la ministre n'intervient pas. Ou le ministre n'intervient pas. On sanctionne Daniela. Et si c'est un ministre qui est corrompu, on le sanctionne, on l'envoie en prison. Malheureusement, nos politiques ne font que des discours. Vous savez qu'à l'époque de Kabila, il avait dit dans un discours que maintenant les portes de la prison sont ouvertes. On n'a jamais vu ces portes s'ouvrir. On a vu des ministres continuer à être corrompus. Et ils les font ouvertement de manière ostensible. Ici, il faut lutter contre la corruption. Je dois lutter d'abord contre ma propre corruption. Si je suis chef de l'État, moi-même, je ne dois pas être corrompu. Je dois découvrir tous les réseaux de corruption et les fermer. Je dois envoyer en prison, même si c'est mon frère, c'est lui qui est corrompu. Le président même s'il est de mon parti politique, il est corrompu, il est corrompu. Un conseiller du président a été mis en prison aussi. Oui, et après mais il est toujours en prison. Il est toujours en prison. Oui, après, qu'est-ce qu'on attend pour les juger? Bon, la procédure, c'est pourquoi... Et les 15 millions,
C'est pourquoi on parle de la création de ces tribunaux. C'est en quelque sorte aussi une solution palliative aux lacunes déficitaires. Ne cherchons pas, le magistrat congolais. Monsieur Moulamba Jojo, ne cherchons pas des solutions palliatives. Les tribunaux spécialisés ne sera composé que des mêmes juges et des mêmes magistrats. Qui seront réformés. Non, je dis bien les mêmes juges et les mêmes magistrats. Qui seront de ces faits-là réformés, instruits d'une manière à ne plus... Si vous voulez les réformer, il faut le faire maintenant. Il ne faut pas attendre de créer un tribunal spécialisé. Bon, c'est en procédure. Non, il faut le faire maintenant. C'est-à-dire, c'est pourquoi je dis qu'il faut agir sur les magistrats. Quand vous dites réformer, en d'autres termes, il faut agir sur les magistrats, que les magistrats changent sa mentalité. Mais lorsque Tambo Mwamba parlait des 3 V, il a dit les magistrats cherchent quoi? Des belles vestes, des belles voitures et des belles villas. Mais il y a certains magistrats qui ont dit mais nous n'avons même pas des voitures. Mais il y a une enquête qui a démontré qu'en RDC, il y a pratiquement plus de 35% à 55% des magistrats qui sont corrompus. Déjà plus de la moitié. C'est là 35 à 55%. 35% c'est peu. Mais il n'y a pas que les magistrats qui sont corrompus. Les policiers à 93%. Les députés sont corrompus. Non, mais déjà, les personnes qui sont chargées des personnes qui sont chargées à réprimander sont déjà là corrompues. Oui. Quel sera l'avenir? Ils ne sont pas tous corrompus. On a dit 35-55%. Ça veut dire que vous avez... C'est ça l'urgence même de créer un tribunal spécialisé pour ça. Ça peut faire même peur à ceux qui se lancent dans cette... Ça sera un instrument de pression contre... Le tribunal spécialisé sera composé de qui? Des magistrats réformés. Mais on va les puiser dans les 45, je crois. Si 35 à 55% sont corrompus, donc il y a 45%. Sûrement, il y aurait un critère qui permettrait d'élire ces magistrats. Voilà, non. Un critère des nominations, ça doit exister, oui. Ça existe. Et bon, ce n'est pas les critères qui n'existent pas, ça existe pour nommer un magistrat. Il y a même les conditions pour nommer un magistrat. Spécialisé cette fois-là. Non, les spécialisés, ça vient après. Il faut d'abord qu'ils soient magistrats. Il doit être revêtu du statut des magistrats. Ensuite, on dit, ben voilà, vous serez là pour lutter contre la corruption. Maintenant, on forme ces magistrats en leur montrant les différentes techniques de détection de la corruption, par exemple. Mais d'abord, ils doivent revêtir le statut des magistrats. Alors, lorsqu'on lui dit, voici les conditions, qui doit respecter les conditions? C'est le Conseil supérieur de la magistrature. Il ne faudrait pas qu'on nous nomme comme magistrat un licencié en économie, comme on avait révoqué, des magistrats il n'y a pas très longtemps, un licencié en économie qui a géré tout un tribunal. Il s'est converti en magistrat. En d'autres termes, il y a déjà eu corruption au niveau du Conseil supérieur de la magistrature. Les personnes qui doivent réformer, ce sont vous, les professeurs? Non, ce ne sont pas les professeurs, c'est les politiques. Les professeurs forment. Les politiques, c'est pourquoi j'ai dit, ça doit être une vision du chef de l'État. Mais les professeurs sont aussi impliqués ça ne doit pas être un discours, mais une vision. La vision n'est pas un discours. Lorsque vous venez avec vos discours, les gens suivent. Mais après, on va dire, il n'y a rien. Il faut une vision. C'est à partir de la vision que vous allez dire, moi, pour changer l'État congolais, je dois agir sur telle personne, telle personne. J'ai besoin de 15 personnes pour m'aider. Comme on en a cherché, 15 personnes. Mais j'en ai encore trouvé 2. Comment je vais faire pour en trouver encore 15, 13, pour que ça fasse 15, par exemple. Maintenant, je travaille avec ces gens-là. Il faut le faire. Mais lorsque vous amenez dans votre entourage des gens qui sont déjà corrompus, des gens qui viennent pour s'enrichir, vous attendez à quoi, madame? Lorsque vous amenez des gens qui veulent s'enrichir autour de vous, vous attendez à quoi? Mais on ne va pas puiser ailleurs, on ne va que puiser dans les Congolais qui existent déjà. Madame, on dit que les Congolais sont corrompus, mais il y a des gens qui ne sont pas corrompus. Comment extraire alors cette minorité des Congolais qui ne sont pas corrompus? Justement, ça veut dire que vous devez faire un travail en tant que chef d'orchestre. Chercher qui doit jouer au violon, qui doit jouer au piano, qui doit jouer, je sais pas moi, à la guitare. C'est vous les chefs d'orchestre. Vous devez les chercher pour nous ressortir un bon son. Voilà là, les visionnaires. Si vous venez avec les discours, nous on va écouter les discours, mais il n'y aura rien. Moi je vous dis, le tribunal spécialisé, il est bon. Si vous le créez aujourd'hui, il va entrer en vigueur dans 5 ans.
au moins. Mais dans l'entretemps, nous faisons quoi? Donc alors, en Lyon Place, on peut alors créer des offices spécialisés à la place de tribunal. Il ne faut même pas les faire. Il faut seulement travailler avec les mêmes tribunaux qui existent. Avec le même résultat. En réformant, comme vous aviez dit, les différents magistrats là. Parce qu'il y a eu plusieurs, il y a eu plusieurs instruments qui se sont répétés. Il y a eu tolérance zéro, il y a eu plusieurs, il y a eu l'UTA et autres. Jusque-là, on n'a pas trouvé il y a eu même un conseil spécial. En matière de lutte contre la corruption pour le président. Sans résultat. Vous pensez que c'est pas urgent? C'est pas urgent. Vous voyez que le problème c'est la mentalité. Mais il y a aussi l'urgence de créer ce tribunal-là. Un tribunal. Oui. Je vous dis, je donne, je sais pas, je ne veux pas parler comme les policiers qui disent je donne ma main à couper. Mais je vous dis, vous créez un tribunal, ce tribunal-là sera composé des mêmes magistrats. Et ce tribunal-là va entrer dans les mêmes, va verser dans les mêmes travers. La lenteur et aucun jugement de qualité. Les problèmes, ce n'est pas les tribunaux. Les problèmes, c'est la vision du chef. Les problèmes, c'est de dire, voici ma vision, voici comment elle doit s'articuler, se matérialiser dans les magistrats. Il faut agir sur les magistrats. Il faut agir sur les avocats. Il faut agir sur tous les animateurs de la justice. Parce que les gens souvent ne savent pas. La justice peut faciliter le développement, peut permettre le développement des gens. Quel genre d'action pourrait être sur ces magistrats? Première chose, j'ai dit, il faut les mettre dans de bonnes conditions. Parce que vous-même, vous dites que les bonnes conditions ne suffisent pas. Les bonnes conditions, ce n'est pas l'argent seulement. Je reviens, la mentalité. Donc, la corruption, c'est une affaire de tous les Congolais. Tous les Congolais, de tous les niveaux, de toutes les classes. Je dis bien de toutes les classes. Souvent, les gens ne savent pas, mais par leurs paroles, ils encouragent la corruption. J'ai donné l'exemple des membres de famille qui sont très contents parce qu'on a nommé leur frère ministre. Et ils lui disent plutôt, écoutez, Jojo, c'est maintenant ou jamais. Mais ils encouragent la corruption, sans le savoir. Et lorsque Jojo s'est fait de l'argent, il s'achète des véhicules. Il donne à ses frères et sœurs là. Et ils sont très contents. Ils sont dans la famille présidentielle, comme maintenant. Et puis après, les autres vont regarder, non? Les jours où moi aussi je deviens président de la République, et toute ma famille est dans la famille présidentielle. Famille présidentielle signifie quoi? Avoir des avantages de l'État, indus. Or, ce n'est pas ça. Lorsqu'on vous nomme chef de l'État, plutôt, on vous nomme ministre, vous êtes élu chef de l'État. Vous devez savoir que c'est une charge. Toute la durée de votre mandat doit être déterminée par une chose. Qu'est-ce que je dois faire pour que les Congolais puissent se retrouver? Monsieur le professeur, nous nous acheminons vers la fin de cette émission, mais avant de terminer, malgré les difficultés rencontrées par la justice congolaise, est-ce que les Congolais peuvent avoir confiance aux juridictions, aux cours et tribunaux congolais? Ils doivent plutôt avoir foi en l'avenir. En l'avenir, c'est-à-dire lorsque on aura accompli ou exécuté ces chantiers-là des changements de mentalité. La mentalité va changer même au niveau des magistrats, au niveau des professeurs, au niveau des médecins, au niveau des enseignants, au niveau des journalistes, au niveau des Wewa qui se trouvent sur la route, là, qui nous embêtent tout le temps. Souvent, on ne les sait pas. Au niveau des policiers des roulages. Lorsqu'on aura changé la mentalité des Congolais, les Congolais vont faire confiance à la justice. Vous savez, même dans des pays développés, parfois on n'a pas confiance à la justice parce que c'est lent. C'est lent. Mais au moins là-bas, ce n'est pas corrompu. C'est lent. Mais ici, chez nous, à la fois corrompu et lent. C'est là tout le problème. Il faudrait avoir seulement foi en l'avenir, espérer que demain, les choses vont changer. Et pour que les choses changent, il faudrait des mesures dures, qui annoncent, qui préparent l'avenir du pays. Préparer l'avenir du pays, ce n'est pas créer un tribunal pour lutter contre la corruption. L'avenir du pays, en matière de corruption, c'est arrêter les corrompus, les juger par les juges qui existent. Et si le juge est corrompu, lui-même aussi, il est arrêté, il est jugé.
Oui, merci monsieur le professeur. Là, c'est votre dernier mot. Vous soulignez qu'il faut espérer, il faut avoir confiance en l'avenir pour que la corruption soit finalement endiguée et ne puisse plus déranger l'économie congolaise. Merci monsieur le professeur d'avoir répondu à notre invitation. Aussi merci à ma consoeur Daniela Ilunga. Merci Jojo, merci professeur. Merci Daniela. Meilleurs vœux. Merci pareillement. Merci Jojo. Merci, et voilà, vous allez remarquer même les décors. C'était à l'occasion aussi de festivités de fin d'année. Donc nous disons bonne année, bonne fin d'année 2019 à tous nos fidèles téléspectateurs. Merci d'avoir suivi cette émission et restez branchés sur le programme d'Amen Télévision, la télé autrement. Bonne année à tous.